concrètement, on n'est pas forcément formé à ça dans les universités de technologie ou même les universités de manière générale. Est-ce qu'il ne faut pas se poser des questions d'éducation aussi? Certainement, des questions et d'éducation et d'éthique. Parce que la question d'éthique, je vous rappelle que la nouvelle formation d'ingénieur inclut 90 heures de déontologie. Mais toutes les professions, ça, les avocats. Un ingénieur qui fait de l'informatique et qui fait des programmes, qui traite des programmes informatiques, s'il n'a pas de formation au respect de la vie privée, des libertés publiques, ça peut tourner vinaigre très rapidement. Je rappellerai, toute comparaison n'est pas équivalente, hein, mais qu'à un moment donné, le régime allemand a demandé aux ingénieurs de la Reichsbahn, c'est-à-dire de la SNCF allemande, de calculer le prix de transport du juif au kilomètre. On était en 1936-37. Personne n'a moufté. C'est raconté par Hillel dans un célèbre livre sur la destruction des juifs d'Europe. Personne n'a moufté. Il n'y a pas une personne pour dire « Qu'est-ce qu'on me demande ? Je suis révolté et je refuse de faire ce calcul. » La Reichsbahn l'a fait. Elle a calculé, compte tenu des statistiques qu'ils avaient sur les populations juives, des transports, des grandes villes, etc. Comment là, ils ont calculé ça. Et ça a servi à partir de 1941-1942 à l'extermination de 6 millions de personnes. Donc je pense que sur toutes les questions d'informatique, sur toutes les questions qui impliquent l'écologie, hein, il y a des questions d'éthique. Si la Monsanto a pu corrompre, il n'y a pas d'autre mot, corrompre des centaines de scientifiques qu'elle tenait, si j'ose dire, par les tout simplement, parce que les directeurs de labo sont en général des hommes, c'est pour ça que j'emploie cette expression, pourquoi elle les tient comme ça, les grands trusts chimiques? C'est parce qu'ils financent les 3/4 des labos. Si vous êtes directeur de labo et que la Monsanto vous demande comme un service de signer un article que vous n'avez pas fait, hein, et dont vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, notamment le fait qu'on travaille sur un échantillon tronqué, etc., vous le faites, moyennant quoi la Monsanto a réussi jusqu'à maintenant, à tenir sur le glyphosate et à renverser la charge de la preuve, à dire ben non, c'est pas prouvé, d'ailleurs, etc. Comme l'industrie du tabac. L'industrie du tabac, elle a tué des centaines de millions de morts. Il a fallu combien de temps pour qu'on impose, qu'on mette sur les paquets de cigarettes fumez-tu? Et Philippe Morris disait, prouvez-le. Vous n'avez que des calculs de corrélation. Donc les scientifiques, sur ce plan-là, j'entends les chercheurs, les ingénieurs, il y a tout le monde qui est dans le lot. Les directeurs de labo, les professeurs d'université, il faut qu'ils signent ce qu'ils font et que ce soit transparent. Un exemple, après 2008, il y avait plein de gens qui avaient signé des papiers scientifiques, etc., qui avaient inspiré des politiques, et tout le monde avait dit regardez quand même, les scientifiques ont... Et puis on s'est aperçu après 2008 de trucs assez scandaleux, qui nous ont mis sur le bord d'une crise des années 30, donc on n'aurait pas eu 9% de chômeurs, on en aurait eu 40 ou 50. Et bien on s'est aperçu, et c'est passé dans la réglementation américaine pour les revues scientifiques, si vous signez un papier dans une revue scientifique, aujourd'hui, votre signature ne doit pas comporter simplement la prestigieuse université d'un tel et d'un tel où vous êtes, mais si vous êtes payé plus de 10 000 $ par an par un labo, du consulting industriel pour une boîte, etc., ça doit figurer en dessous. Et comme ça, vous apercevez que plein de gens qui interviennent à la radio dans les médias, qui font valoir leur titre universitaire, ne disent pas qu'ils sont fondés de pouvoir d'une grande banque, d'un fonds d'investissement, d'un hedge fund. Donc là, il y a des questions aussi à mettre en ordre. Et les ingénieurs, à mon avis, ont d'autant plus le droit qu'elles soient posées que souvent, ils sont mis dans les laboratoires de recherche dans une position de subordination par rapport à des universitaires et des chercheurs. Il y a plein d'ingénieurs-chercheurs, mais il y a aussi des ingénieurs à qui on demande de faire des choses. Et leur statut de subordonné ou de dépendant salarié fait qu'ils les font. En général, les nouvelles générations sont plus sensibles à l'écologie que les vieilles. Louis XV disait « après moi le déluge ».
il est évident que quelqu'un de 70 ans peut être un farouche partisan du nucléaire, forcément, ce n'est pas lui qui en paiera les conséquences. Il n'en aura que les avantages. Les inconvénients vont se produire 50 ans après. Donc les jeunes, en général, sont plus conscients sur ces problèmes-là. Je ne dis pas sur les retraites. Si vous demandez à un jeune de cotiser à des retraites, il va vous dire « oh, ça fait chier, je verrai ». Parce que c'est très loin. Mais en revanche, si vous lui demandez sur le nucléaire, sur l'environnement, sur le fait qu'il ne respire pas, sur le fait qu'il va avoir des mômes, qu'il risque d'avoir des mômes anormaux, on y est sensible. Donc il y a une sensibilité dont il faut organiser l'expression, qu'il y ait des choses qui ne puissent pas se faire sans que les populations, notamment des ingénieurs, soient consultées. Et je vous rappelle quand même que même dans l'enseignement public et le diplôme d'ingénieur, maintenant il y a 90 heures de déontologie. Alors le problème, c'est de faire que ces 90 heures de déontologie ne se transforment pas en béni oui-oui, en éducation civique béni oui-oui. On va dire mais non, tout va très bien madame la marquise, le progrès, les hommes ne se posent jamais que des questions qu'ils sont capables de résoudre, tout ça va très bien marcher, dormez tranquille bonnes gens, le gouvernement veille. Non, il faut aiguiser le sens critique des gens, du point de vue, notamment sur les questions déontologiques. Il y a des professions qui le savent déjà. Donc par exemple dans les examens, ce serait intéressant qu'à un moment donné, on pose à un ingénieur des cas et on leur dise voilà, vous êtes dans telle boîte, on vous propose telle chose, je vais prendre un exemple, chez Microsoft, on vous propose Palladium. Qu'est-ce que c'était que Palladium? C'était un spyware qui faisait que les gens, sans s'en rendre compte, dès qu'ils se connectaient à Microsoft, la boîte investiguait ce qu'ils avaient sur leur truc et elle voulait le faire pour qu'on ne puisse pas télécharger des choses qui n'aient pas acquitté des droits d'auteur, etc. Et bon, quand ce projet est né, c'est exactement comme le projet de Monsanto de programmer l'extinction des espèces. Hein, quand il est né, et dans Microsoft et chez Monsanto, la communauté interne a fait fuiter le truc sur l'Internet, et dans des délais extraordinairement rapides, il y a eu plusieurs dizaines de prix Nobel et de scientifiques qui ont mis sur le tapis ça et qui ont dit « vous ne pouvez pas continuer un programme pareil hein ». Le programme, par exemple, classique aussi, qui est très dangereux, qui a été offert par les trusts, les semenciers, c'est de fabriquer des plantes résistantes à la sécheresse. Alors donc, on continue de vendre des engrais, on continue de favoriser l'imperméabilisation des sols et le fait que la nappe phréatique ne se remplit pas. Et au lieu de s'occuper de ça, on dit mais non, les OGM vont nous permettre de résoudre ce problème et on s'engage à faire des plantes résistantes à de la sécheresse. Le problème, c'est que ces plantes résistantes à la sécheresse, elles vont s'installer dans des endroits où il y a peu d'eau à se partager et où il y a déjà des plantes naturelles qui vivent. Qu'est-ce que vous faites avec ces semences qu'évidemment vous devez racheter tous les ans hein? Vous nettoyez l'écosystème des plantes naturelles qui sont résistantes à la sécheresse. Vous les remplacez par des plantes artificielles, sauf que ces plantes artificielles, vous devez tous les ans les payer. Donc Vandana Shiva, Semences Citoyennes, ont bien montré que ça c'était un système où le paysan allait de plus en plus captif. Et si les paysans aujourd'hui gagnent difficilement un SMIC en bossant comme des malades, bah c'est en particulier quand ils doivent acheter pour 30 000 € d'engrais, 20 000 € de pesticides, 30 000 € de semences, mon tout plus les trucs à crédit leur font qu'ils travaillent pour la banque, pour rembourser à la banque. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut mettre des cas, montrer et généraliser des réflexes qui sont des réflexes de refus de solutions dites scientifiques. Parce qu'elles sont, justement, elles n'ont pas ce point de vue ni de l'économie circulaire, ni le point de vue de l'écologie, ni le point de vue, je dirais, raisonné.